Bienvenue sur Raceuse Radio, le podcast qui revient dans la bonne humeur sur les grands événements du catch. Des grands événements, il y en a eu plusieurs du côté de la TNA ces dernières semaines, mais avant de rejoindre Orlando en Floride, permettez-moi de vous présenter mes acolytes du soir. En cette semaine de canicule en France, il a trouvé une raison de plus pour avoir un verre de picombière à la main. Sébastien est avec nous. Ah, t'as trouvé mon excuse, ça c'est pas possible. Grâce à ça, au moins j'en ai plus. Donc salut tout le monde. Tu sais Seb, depuis, en 75, il y a un reportage de France 3 Nord-Pas-de-Calais qui déclare que on peut boire 1,5 litre de bière par jour sans que ce soit néfaste pour la santé. Donc Ah bah tu as voilà. d'avance. Donc j'ai une santé de fer et je comprends pourquoi. Voilà. Lui il ne boit pas d'alcool, mais il est le seul de l'équipe à vouloir que l'été se termine, puisque été, ça veut dire que la Ligue 1 n'est pas en route et qu'il n'y a pas de match du PSG tous les jours, enfin toutes les semaines. Donc Brossy et son accent du Sud sont présents ce soir. Eh ouais, salut, oui, en effet, bah oui, ça me manque d'avoir une équipe qui gagne beaucoup de matchs. Nous sommes le jeudi 2 juillet et ce soir nous avons évoqué les 3 derniers shows de la TNA. Et oui, rien que ça. Slammiversary, le pay-per-view qui a eu lieu dimanche dernier, mais aussi les 2 derniers épisodes d'Impact Wrestling qui ont été diffusés mercredi dernier et hier sur Destination America. Installez-vous donc dans votre hamac, dans votre transat, et on vous fait écouter pendant un court instant le titre Angels du groupe All Good Things. C'est le thème du pay-per-view Slammiversary et on revient tout de suite après. Encore la bienvenue dans Raceuse Radio. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts ce soir parce qu'on a un programme assez chargé. 3 choses sur lesquelles on va revenir où il y a des retours, des départs, des changements de titres. Il faudra ne rien louper. Donc dimanche dernier, la TNA a produit son premier pay-per-view de l'année avec Slammiversary. Donc pour ceux qui sont pas habitués à la TNA, Slammiversary c'est le pay-per-view où on fête l'anniversaire de la TNA puisque ça a été créé en juin. Donc un bon anniversaire à la TNA qui a annoncé son pay-per-view un peu à l'arrache comme l'an dernier. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette promotion du pay-per-view un peu légère? Je vais commencer avec vous aussi. C'est vrai que ce show, il a été mis en avant de manière très bizarre. C'est le seul pay-per-view de l'année pour l'instant à la TNA. Et quand même, pour un truc qui se paie peut-être 40 à 50 dollars, je crois, aux États-Unis notamment, je trouve assez moyen quand même de pas y mettre les titres principaux. Donc moi, personnellement, je comprends pas la logique et à l'arrivée, ça dessert Impact Wrestling quand je vois les audiences. Donc voilà. Ouais, mais comme on en avait parlé un petit peu avec Salian Barini et Grégory 10 lors de notre interview, c'est un One Night Only spécial, quoi, ce Slammiversary. Donc tous les titres majeurs sont défendus à Impact et là le show c'est un show qui n'a pas une très grande importance. Il y a quelques matchs qui sont là pour remplir la carte, mais c'est tout. Tout simplement, le show télé est plus important aux yeux de la TNA. Peut-être économiquement, je sais pas, mais c'est peut-être aussi dans un contrat qu'ils sont obligés de faire 2 pay-per-view ou 3 pay-per-view dans l'année. Donc, parce que l'an dernier aussi, Favori, c'était pas non plus, ils ont pas fait une promotion de ouf et c'était au Japon, donc décalage horaire, donc c'est encore plus contraignant pour les Américains. Donc contrairement à d'habitude, on va pas faire les matchs dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans l'ordre de l'importance de ce qui est intéressant à dire sur le match. Donc on va démarrer avec les 2 matchs par équipe de la soirée. En premier, c'est le seul match féminin du show, qui opposait le clan de la Dollhouse, la maison de poupée, avec Taryn Terrell, Jade et Marty, contre Awesome Kong et Brooke. Victoire en 8 minutes 5 secondes de Brooke et Kong. Je vais commencer avec Sébastien. Moi, je n'ai pas été spécialement fan de ce match-là. C'était assez chaotique, hein, je trouvais. Et c'est un petit peu à l'image de l'arrivée du clan de la Dollhouse. Chaque fois que Taryn Terrell a un match, elles interviennent et du coup, ça rend les matchs assez chaotiques. Et moi, je suis pas très très fan de ce qui est produit. Même le clan lui-même, je trouve un peu bizarre. Enfin, moi, je suis pas vraiment convaincu par ce clan ni par ce match-là de Slammiversary. Bah, ce match, moi aussi, j'étais pas fan parce que de toute façon, il arrivait à peine 3 jours, 4 jours après
à l'Impact où il y avait eu un match Longbrooke Hong Kong contre les deux de Dollhouse. Donc voilà. Là dans ce match, Tarantino n'est pas intervenu. Donc après au final, bon, on comprend la victoire logique un petit peu évidemment des deux autres. Jade quand même a un gros potentiel. Moi je le connais sous le nom de évidemment de Mirim sur circuit indépendant. Il a beaucoup de talent. Donc voilà. Après le clan, moi, au contraire, je trouve que c'est pas si mal que ça. Après c'est vrai que c'est assez fouillis. Ça fait un peu EJ Discount. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce match? Je ne pense pas. Non. Donc on va passer à l'autre match par équipe de la soirée. C'était Ethan Carter, troisième du nom, et Tyrus qui ont affronté Bobby Lashley et Mr. Anderson. Victoire en un peu plus de 10 minutes pour Tyrus et EC3. Que peut-on dire de ce match, messieurs, hormis qu'il fallait que le challenger au titre poids lourd soit présent sur Slammiversary? Brucey. Ben, c'était là tout plus, évidemment, de voir ici Free quand même en action, même s'il n'a pas été beaucoup. J'étais assez surpris un petit peu du résultat parce que c'était plus la trame Tyrus qui était contre Mr. Anderson et Bobby Lashley. Il disait même ici Free avant, je vais faire tout le boulot tout seul. Donc un match assez disparate, il y a eu des bonnes choses, d'autres moins bonnes. Disons que c'est le genre de match qu'on aurait facilement vu dans un weekly en fait. Donc du coup, il n'y a pas un énorme intérêt, mais voilà, quand même surpris finalement de la victoire assez forte ici Free, bien sûr, toujours invaincu. Ouais, moi j'ai été surpris que le tombé a été fait sur Bobby Lashley. Je pensais qu'il voulait un petit peu le protéger quand même. Ça reste toujours un challenger à mes yeux pour le titre mondial dans les semaines à venir, peut-être dans les mois à venir. Étonnamment, ça a été lui qui a pris le tombé, sachant que Mr. Anderson était son partenaire. Il n'a pas besoin d'être construit comme quelqu'un d'être très fort. Il aurait pu le prendre ce tombé-là. Après, j'ai lu quelques critiques en disant que le match a été mis là un petit peu par hasard, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même un passif, une rivalité, puisque EC3 était en rivalité avec les deux hommes, les deux adversaires, donc il y a quand même un certain fond pour ce match qui n'a pas été mis totalement au hasard, comme j'ai pu le lire ici et là. Une certaine logique, je suis d'accord avec toi. Donc on va passer à un autre match de la soirée. Match de dernière minute un peu, puisque le nouveau roi du hardcore a attiné Bram, anciennement Kenneth Cameron dans l'ascension de la WWE, a combattu contre Matt Morgan. Il faut savoir que Matt Morgan a fait son retour à Impact, dans le Impact qui a précédé Slammiversary, donc la semaine dernière. Après un match entre Bram et Vader, donc Big Van Vader, star des années 90 à la WWE, et aussi à la WCW. Donc victoire en 9 minutes 30 de Bram. Est-ce que vous êtes heureux du retour du Blueprint Matt Morgan? Comment vous avez trouvé ce match, messieurs? Et je précise qu'on va pas parler séparément de Impact avant Slammiversary, mais plutôt on va revenir sur ce Impact tout en parlant de Slammiversary. Donc le Seb. Qu'est-ce que j'ai pensé du retour de Matt Morgan? Moi, je suis content. Moi, je suis assez fan du catcheur. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas fans ici de lui, mais moi, je l'aime bien. Moi, j'aurais même été content qu'il soit là plus que deux soirs, qu'il signe un petit contrat à court, voire moyen terme. Là, c'était juste 2 dates, donc c'est dommage. Après, Bram est actuellement sur une série où il doit affronter des catcheurs du passé. Je sais pas trop où est-ce que ça va mener. Bon, ça donne toujours des trucs intéressants puisque tu vois des catcheurs que t'as pas vu depuis un certain temps. Il y a Crimson ici qui est revenu il y a pas longtemps. Joseph Park, oui, Vader comme tu l'as dit. Donc ça fait toujours un petit truc sympa quoi de revoir ces anciennes gloires entre guillemets. Et mais bon, oui, après, sur quoi ça va mener, c'est ça le truc. J'espère en tout cas que Bram va sortir grandi parce que c'est quand même, je pense, un talent sur lequel il faut s'appuyer sur le futur. C'est une des révélations de cette année pour moi. Ben, pour moi, Matt Morgan, j'étais pas très enthousiaste, il faut être honnête. Non pas que j'étais contre, j'aimais bien aussi avant, mais le truc, c'est que depuis 2 ans qu'il était parti à TNA, il a à peu près rien fait, ou alors vraiment dans des fédérations très obscures, parce que moi j'ai vu nulle trace de lui, donc voilà. Après, au niveau physique, il a gardé la forme, mais en revanche, dans le rythme du match, il y était pas trop, donc il a beaucoup subi. En plus, un Street Fight, je n'ai pas trouvé très bon ce match, honnêtement, donc à l'arrivée, j'étais pas très séduit du tout. Ouais, cette idée elle peut être bonne au départ, mais après faut voir qui est-ce qu'il y a de en face, donc faut voir. Si c'est du Sonjay Dutt après ou autre, mais après c'est vrai que c'est Bram et c'est toujours un match sans disqualification, donc à l'arrivée c'est toujours un peu extrême. Mais j'ai trouvé que Matt Morgan avait perdu beaucoup de muscles. C'est un peu gênant puisque
vu sa taille, il fait à peu près 2 mètres ou peut-être un peu plus. Enfin, tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Et ça fait beaucoup plus, je sais pas, joueur de basket par exemple. Et je trouve que le match était assez pauvre, quoi. C'était pas mal de fight, de bagarres à l'extérieur du ring. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de choses à part 2 spots assez intéressants. La, le bicycle kick de Matt Morgan qui est sa prise de finition dans la poubelle. Et aussi le chokeslam, je crois, sur une chaise. Mais hormis ça, je trouvais que le match était assez pauvre. Et 9 minutes 30, je trouve que c'est beaucoup trop long pour un match comme ça. Très faible, oui, comme contenu. Donc on va passer à un contenu un peu plus intéressant avec un street fight. Un premier match en jeu d'ailleurs de cette soirée dont on va parler. Entre Magnus et James Storm. Ces dernières semaines, Storm et Magnus ont été en rivalité avec James Storm, leader du clan Revolution, qui a tourné autour de Mickey James. Mickey James, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la compagne de James, c'est la compagne, pardon, de Magnus. Oui, vous allez comprendre pourquoi je m'en mêle. Et c'est surtout la mère du fils de Magnus, mais sauf que Storm a tourné un peu autour de James. James Storm a fait des avances à Mickey James qu'elle a repoussé. Et ben, James Storm a poussé Mickey James sur les rails de train dans une gare. Bon, heureusement, elle n'a pas été écrasée puisqu'on la voit dans l'impact qui suit. Mais ça a donné un street fight de 16 minutes 40 avec une victoire de Storm un peu... c'est pas une victoire franche, quoi. L'avis de Seb en premier. Ouais, moi, cette rivalité-là me saoule un peu, à vrai dire. Hein. Je suis pas fan des segments comme ça sur la vie privée. Ça devrait pas être vraiment dans le catch. Ça me fait un peu penser dans l'esprit en tout cas, à la rivalité avec Claire Lynch. Une histoire, une des pages Oula. sombres de la TNA. Hein. C'est des histoires comme ça, un petit peu hors du catch, qui jouent sur la vie privée. Ça m'intéresse pas spécialement. Hein. Après, que dire sur le match? Le match est le bon quand même. Hein. Il faut quand même l'avouer. Les deux catcheurs se sont plutôt donnés. Apparemment, c'était leurs 2 derniers matchs chacun avant de partir. Donc, ça se voit qu'ils avaient la volonté de faire quelque chose, un vrai combat avant de partir, quoi. Donc, ils ont bien réussi de ce côté-là. Le match m'a vraiment emballé, m'a bien plu. Après, la fin a été, comme tu l'as dit, un peu controversée, pas très décisive, mais parce que j'apprends apparemment qu'ils vont continuer la rivalité sur les shows Impact, hein, puisque, comme vous le savez, je pense, les shows Impact ont été enregistrés avant le pay-per-view, donc on aura sans doute encore un match ou deux entre les deux. Oui, il y a eu un segment dans l'impact qui suit où James Storm, pardon, où Magnus, Mickey James sont dans le ring et en gros ils disent, enfin Mickey James dit à James Storm, t'as essayé de me draguer et James Storm dit je peux avoir n'importe quelle femme à mes côtés et c'est pour montrer la faiblesse des femmes, un propos que Bruce a dû aimer en tant que misogyne et 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 du coup ça va amener l'apparition d'une femme aux côtés de James Storm, on va pas spoiler pour ceux qui voudraient découvrir ça en regardant Impact. Bruce, ton avis sur le match? Bah, la rivalité était nulle, donc ouais, là-dessus, je vais pas y revenir, c'est sûr. En revanche, le match, pour moi, c'est peut-être le meilleur du show, même si je pense à l'autre match dont on va parler après, bien sûr. Mais oui, c'était quand même tous les ingrédients d'un street fight. Honnêtement, ils se sont beaucoup dépensés. C'est là qu'on voit la perte quand même de la TNA avec ces deux hommes, moi je trouve. Mais bon, après, voilà, tout le monde sera d'accord à mon avis d'ailleurs sur ce point. Après, c'est vrai que la fin est très très bizarre quand même, avec chacun d'un côté qui va prendre une bouteille de bière et puis ça explose les deux en même temps, et puis en tombant, ben, James Storm retombe sur Magnus pour le tomber. Sinon, il y a un spot un petit peu avant, toujours très bien, mais déjà vu l'année dernière avec James Storm et Gunner, c'était la barrière appuyée contre deux chaises et puis Storm qui passait à travers, donc ça c'était quand même bien. Aussi l'usage des tables aussi était pas mal avec l'un et l'autre qui sont tombés, une sacrée chute quand même de Magnus à l'extérieur sur la table, à la descente du coude. Donc là, quand même, chapeau aux deux, moi je trouve qu'ils sont quand même une grande perte pour la TNA parce que ce match était quand même assez un show stealer, je trouve. D'ailleurs, je profitais qu'on parle du départ de Magnus et James Storm pour vous demander quel est votre avis sur les départs qui sont effectués ou qui vont être effectués à la TNA. Donc Loki qui part de la TNA, Magnus, James Storm, Samuel Shaw, Gunner, j'en oublie peut-être d'autres, Austin Aries et peut-être aussi MVP. MVP, j'ai vu qu'il est accepté
les bookings sur le circuit indépendant. Après, il faut voir si c'est si c'est des dates, enfin des shows télévisés ou pas, mais possible aussi départ de MVP. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces départs? Est-ce qu'il y en a certains que vous regrettez ou certains que vous êtes plutôt contents qui se barrent de la TNA Bruce? Ben, disons que celui dont on se fiche beaucoup, c'est quand même Samuel Shaw parce qu'on va dire qu'il a joué quand même aucun rôle et qu'il a pas montré grand-chose dans le ring. Ça c'est très clair. Gunner, je suis légèrement déçu quand même parce qu'il a montré de belles choses et puis d'un coup l'élan a été stoppé. Il avait eu une bonne année l'année dernière, une bonne première partie d'année. Et ensuite, ouais, les autres noms quand même, incontestablement, il y en a quand même qui ont fait l'histoire de la TNA. Loki, bien sûr, quand même. James Storm, on n'en parle même pas. Austin Harris, quand même, son année 2012 est absolument remarquable. 2013 aussi, très bien. Donc c'est quand même des choses là qui m'ont fait vraiment adorer à nouveau la TNA, alors qu'elle était vraiment une période sombre. Je trouve que Harris a contribué à la remettre un petit peu mieux. Et puis après, Magnus, c'est quand même un petit peu, pour moi, c'était quand même un petit peu l'avenir de la fédération. Je trouve dommage qu'il ait été sous-exploité, que donc logiquement, il est demandé d'être qu'il soit parti. Et puis c'est pareil pour James Storm aussi, qui a une mauvaise utilisation depuis des mois. Donc après, voilà, ça résulte d'une mauvaise utilisation de tous les catcheurs, tout ça. C'est départ. Ouais, moi je suis assez d'accord sur tes impressions sur les départs et bon après j'exprime peut-être même une inquiétude encore plus grande. Alors parce que c'est plusieurs années qu'on dit que la TNA ne va pas survivre quoi et moi j'ai jamais cru à ces rumeurs-là mais là pour la première fois j'ai vraiment une inquiétude sur l'avenir de cette compagnie avec beaucoup de départs là en très peu de temps, le contrat TV qui apparemment n'est pas très solide, la destination America hésite à les reconduire au-delà de septembre. Après il y a les audiences aussi des shows Impact qui sont pas au top et la dernière de Bell to Bell est quasiment catastrophique hein. 100 000 personnes en moins en gros c'est par rapport à l'épisode de la semaine précédente donc ça fait quand même beaucoup je trouve. Moi, j'en avais parlé avec Brucey de ses départs et on avait parlé de Magnus et Brucey me disait, mais bon, pourtant Magnus est jeune et du potentiel. Sauf que Magnus, je crois qu'il est à la TNA depuis 7 ans. Il a 28 ans. Et du coup, le potentiel, je trouve qu'au bout de 7 ans, soit tu concrétises pas, quoi. Et j'ai trouvé que par exemple, quand il y avait des champions poids lourds avec aux côtés de Dixie Carter, j'avais trouvé que c'était pas forcément, qu'il avait pas saisi l'opportunité. Après, c'est sûr que C'était il pas un faut cadeau non plus hein. La manière dont ils lui ont donné le titre c'était pas un cadeau je pense. On va passer à la suite. Ils étaient coéquipiers sont désormais ennemis, Robbie et Jesse Goders. Les anciens petits potes, comme les appelle Célian et Grégory disent sur Machine Sport. Donc Robbie qui remporte ce match par un roll-up en 11 minutes 20. 11 minutes 20, pardon, c'est plus français. Je pense qu'on était assez surpris de ce match, Boursi. Oui, il y a eu de bonnes choses. Après, bon, c'est pas non plus le match du siècle, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien progressé les deux, il y a pas à dire. Mais bon, après de là, à aller les voir faire un bon parcours à TNA, je suis encore dubitatif. Mais bon. Je crois qu'on avait vu assez rarement, de toute façon, Robbie dans un rôle sérieux, on va dire. C'est peut-être même la première fois. Ah oui, parce que pour Ouais. moi, ouais, c'est vrai que j'aurais pu le comparer à Enzo Amore, par exemple. Ou un C'est la, Zack pre- Ryder. Ouais. c'est la première fois qu'il est face aussi. Hein. Toute sa carrière, il a été il à la TNA pour le moment. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps avant que les gens soient derrière lui. On a vu que l'Impact Zone avait un peu de mal à le soutenir sur ce match. Il a un lourd passif en heal. Donc il va falloir passer outre ça. Après le match, il dure un peu trop longtemps, je pense, 11 minutes. Tu pouvais le réduire de moitié au moins pour ce match-là, qui n'était pas hyper divertissant. C'était juste correct, mais rien de bien excitant. Ils étaient dans une série de 5 matchs pour les titres par équipe. Davey Richards et Austin Harris, donc d'un côté les Wolves contre les Dirty Hills, ont été dans le ring avec le vainqueur qui peut choisir la stipulation du dernier match, le cinquième. C'est Austin Harris qui a remporté le match en 17 minutes 15, donc les Wolves ne sont les perdants, et donc c'est Bobby Roode et Austin Harris qui choisissent la stipulation. Ils ont choisi un Iron Man match de 30 minutes pour Impact, on va en parler après. Mais d'abord, ce match entre Harris et Richards, d'ailleurs, il y a eu pas mal de problèmes techniques sur le pay-per-view aux États-Unis, donc je ne sais pas sur ma chaîne Sport, sur ma chaîne Sport si ça a été bien diffusé ce match, mais pas mal de coupures aux États-Unis. Non, Sébastien, j'ai regardé sur ma chaîne sport et je confirme qu'il n'y avait pas de bug technique.
Sinon, oui, bien sûr, le match, pour moi, c'est le match de la soirée. Mais bon, ça ne surprend pas vu les deux catcheurs impliqués, forcément, ce serait du bon match, hein, quoi. Donc, après, voilà, je vais pas rajouter grand chose, je pense, si ce n'est ouais, que j'ai vraiment apprécié et peut-être juste la fin qui est dommageable. Finir sur un roll-up comme ça, bon, ça fait partie des techniques des Dirty Hills de trouver toujours un raccourci, un moyen de tricher pour gagner. Donc on va dire que ça a une certaine cohérence, mais j'aurais préféré une fin décisive. Ah, Avant de te laisser parler, moi aussi, je citais l'avis de notre pote Showtime qui est d'habitude avec nous pour ses podcasts de la TNM et qui est parti en vacances. Du coup, il ne peut pas être là ce soir. Et pour ce match, il nous dit que c'est le match de la soirée pour lui et que ce match sent bon la X-Division, ça sent bon en rivalité les Motor City Machine Guns contre Beer Money. Vas-y pour aussi. oui, après c'est vrai que bon, je ferai plutôt référence quand on parlera d'Iron Man match, mais après c'est vrai que c'était aussi ouais, moi je le mets qu'au match de la soirée avec le match dont on avait parlé, puis c'est vrai qu'il arrivait après le match justement entre Magnus et James Storm et puis à un moment ils auraient comme les deux avant ils étaient allés faire un tour en coulisses bah je crois qu'ils ont tapé un truc à un moment qui était proche de l'écran et du coup ça avait perturbé la technique en effet la version américaine donc c'était assez gênant je trouvais mais bon voilà après comme Seb je crois je regretterais le fait que ce soit uniquement un match pour décider d'une stipulation d'un match qui s'est déjà passé vu que c'était enregistré avant donc c'est assez bizarre quand même sachant que le match 4 est un Full Metal Mayhem qui aurait pu déjà conclure en quelque sorte la série. Mais après le match, j'ai bien aimé le fait qu'ils copient un petit peu leur séquence entre ces deux anciens champions du monde de la ROH qui se connaissaient déjà avant. Donc voilà, après je savais que ça allait donner une jolie mesclagne indépendante comme j'aime. Donc sur ce point de vue-là, j'ai bien aimé. Il y a juste la fin qui est un petit peu bon couillonne quand même, avec Bobby Roode qui accourt, Eddie Edwards qui vient donc le stopper, et puis Davey Richards qui le regarde, qui oublie complètement qu'il est dans un match, et donc il y a voilà une vieille séquence quoi. Le fin, je trouve c'est ça qui est couillon, mais sinon le match est quand même très bon. Il y a rien à dire sur ce point de vue-là. C'est vrai que c'est le match de la soirée pour moi aussi, comme pour Showtime. Donc on va passer à l'avant-dernier match de ce pay-per-view Slammiversary, le seul match de championnat de la soirée, puisque Tiger Uno a remis en jeu son titre Exhibition, fraîchement gagné aux dépens de Loki, si je ne me trompe pas, je pense pas. Donc il a remis en jeu son titre contre Deji et Malik en 12 minutes et 6 secondes, une victoire de Tiger Uno qui conserve son titre avec une élimination de DJZ au bout de 9 minutes. Donc ça a fini avec Tiger Uno et Manik. Manik est membre de Révolution. Je vais laisser parler Sébastien sur ce match. Ouais, une bonne petite surprise. Le match n'était pas annoncé seulement sur Twitter quelques minutes, je crois, avant le début du show. Mais c'est une bonne surprise d'ajouter un match X-Division. Moi, je prends tout le temps. Hein, c'est une valeur sûre, surtout en opener. Là, je pense que l'objectif, c'était clairement de donner une victoire décisive encore à Tigre Uno, puisqu'il a quand même éliminé à lui seul les deux adversaires, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer vraiment à le construire, ce catcheur, puisque c'était quand même un jobber avant qu'il gagne le titre, hein, il faut être honnête. Donc là, il doit remporter des grosses victoires pour être pris au sérieux. Donc c'est à ça que ça a servi, je pense, ce match. C'était un catcheur quand même assez brouillon, bon venant directement du Mexique, donc il s'était peut-être pas encore habitué évidemment au catch US. Là, faut avouer que progressivement il s'y est mis, donc du coup sur le coup ça m'a pas dérangé qu'il gagne le titre X-Division. Après ça a eu le match en dernière minute, de toute façon on savait très bien qu'il allait pas perdre le titre. Après je l'ai trouvé bien, bon c'est l'adversaire, faut avouer qu'il vienne de loin. Après j'ai bien aimé la prestation aussi de Manic. DJZ je l'ai trouvé un petit peu en dessous, mais quand même c'était assez bien enchaîné. Après du coup l'ordre des éliminations était très logique. Et puis voilà, après faut voir Tigre Uno, bien sûr qu'il faut le construire. Il y a quand même de bonnes choses à faire avec lui, donc il faut voir ensuite quelle rivalité il peut avoir à ce niveau-là. La Exhibition qui est d'ailleurs pour moi comment dire, un peu diminuée parce que je trouve qu'ils sont pas forcément beaucoup mis en avant et ceux qui sont présents, on les voit pas souvent. Par exemple, Spud, pour l'instant il est blessé, je crois. Enfin, en tout cas dans les storylines. Et Mandros qui a gagné
le British Bootcamp n'apparaît pas beaucoup. Ah oui, voilà, Enfin, justement, Tigrouno Andrews, ça me dérangerait pas de voir ça, par exemple. c'est vrai qu'il était très talentueux, Marc Andrews, mais pour l'instant, la TNA, il lui a pas vraiment donné sa chance. Surtout comment ils l'ont introduit avec Ethan Carter, troisième du nom, et Tyrus. On va passer au main event si vous voulez bien. Le King of the Mountain match, qu'a remporté Jeff Jarrett. Alors, avant de parler de ce match, on va parler de Jeff Jarrett, qui a fait son retour au Impact, qui a précédé Slammiversary. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment où il arrive avec Karen Jarrett, qui dit bonjour au commentateur, qui était, si je ne me trompe pas, Josh Matthews et The Pope. The Pope, Elijah Burke, D'Angelo Dinero à la TNA. Est-ce que vous avez été surpris et est-ce que vous pensez que sur le long terme, ça peut apporter quelque chose à la Global Force, mais surtout à la TNA? Sébastien. Surpris, oui. Si on va être honnête, on s'y attendait vraiment pas du tout. C'est là où l'intérêt du show en live est là, puisque ça nous permet de faire des choses sans lire les spoilers. Hein, même si je le fais pas, tu tombes toujours sur une petite info à droite à gauche, et là quand c'est Ah, en là, live, pardon, Seb, juste une petite correction. En fait, le show était pas vraiment en live, même si il était enregistré en fait juste avant. Et en fait, la TNA a rien trouvé de mieux de dire ouais, Jeff Jarrett sera là. C'était sympa. bon, Quand on traite sur les réseaux sociaux, de savoir qui sera là par avance. un Oui, je crois que quasi live alors on va dire. ça a été enregistré 2 heures avant ou quelque chose comme ça, donc on avait déjà Ok. quelques indices si on était sur Twitter et qu'on voulait regarder en même temps. Ah, d'accord, bah, j'y étais pas, donc je ne le savais pas. Après, oui, est-ce que ça va bénéficier aux deux compagnies? Moi, je pense oui, parce que j'ai dit avant que j'avais des doutes sur l'avenir de la TNA, donc il faut faire quelque chose, quoi. Et pour la Global Force, on ne sait pas trop encore ce que ça donne. C'est encore au stade embryonnaire, donc s'ils peuvent bénéficier de l'exposition de la TNA, qui a quand même 13 ans derrière elle. Moi, je pense que ça peut bénéficier clairement aux deux compagnies, donc à voir ce que ça va donner, mais je suis assez optimiste. Je donne mon avis vite fait. Je suis assez d'accord avec les propos de Céline Barini dans l'interview qu'on a faite il y a pas très longtemps, avec les Coedis aussi, bien sûr, où il disait on lui posé la question de qu'est-ce qu'il pensait de la Global Force à l'époque que Jeff Jarrett n'était pas encore apparu. Et il avait dit qu'en gros, bon, c'est ses propos, hein, que la Global Force c'est de la merde, parce que ça vient de commencer, ils n'ont pas encore de contrat télé, ils vont faire pourtant des enregistrements de télé au mois de juillet à Las Vegas, mais ils n'ont pas encore de contrat avec une chaîne de télé, et que pour l'instant ils font que des shows en fait dans les stades de baseball de ligue mineure. En gros, c'est comme si ils faisaient des shows dans les stades de Ligue 2, quoi. C'est pas les gros stades de 70 000 personnes. Moi, je trouve que ce partenariat-là, cet accord entre la TNA et la Global Force, ça a plus profité à la Global Force qui a besoin d'une popularité naissante auprès des fans de catch qui connaissent pas encore la fédération, puisque ils n'ont pas forcément de gros noms. Et du coup, Bobby Roode va participer aux enregistrements de la Global Force, alors qu'il est toujours sous contrat à la TNA. Et je vois pas trop l'intérêt pour la TNA, à part faire un petit peu le buzz sur le moment. Je vois pas trop l'intérêt sur le long terme, en fait. Qu'est-ce que pourrait apporter Jeff Jarrett, à part faire quelques matchs par-ci par-là, mais sauf que Jeff Jarrett, c'est pas Sting, quoi. C'est pas l'Undertaker. Aussi. Mais après, voilà, c'est plus le symbole de le revoir. En fait, c'est un deal qui profite à Jeff Jarrett tout court, je pense. Davantage qu'à Global Force, parce qu'on le sait, Dixie Carter l'a révélé elle-même en personne, que donc Jeff Jarrett sera au Hall of Fame. Et il paraît que c'est le dernier membre du Hall of Fame d'ailleurs. Après, je suis pas sûr qu'ils vont continuer, il me semble. Déjà, voilà. En plus, on sait donc, on va en De parler tout toute à l'heure, façon, Anniversary, c'est pour lui faire un super jubilé. Et puis voilà, en gros c'est ça, et puis lui permettre donc à nouveau d'échanger un petit peu, de profiter un petit peu du roster de la TNA, quoi, un petit peu, voilà, d'avoir quelques interactions, parce qu'on le sait, il a déjà pas mal d'anciens de la WWE qui y sont dans la Global Force. Donc dans et puis il Chris y a Masters Magnus qui qu'on avait eu rejoint en interview, donc ouais, et puis Magnus, voilà, donc il rejoint la Global Force, qui va démarrer le 9 juillet. Bon, voilà, ça profitait surtout à Jarrett dans les médias, mais ça n'a pas du tout créé le buzz que ça voulait créer. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on voit Jarrett, puisqu'il est dans une interview dans le dernier Impact, à chaque fois qu'il parle de cette apparition, il en fait des tonnes. La TNA aussi, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Ça montre que ça n'a pas très bien marché, enfin, ça n'a pas été à la hauteur de leur espérance, malheureusement. Donc on va parler de ce match du King of Mountain, match entre Drew Galloway, qui est Drew McIntyre à 2-2,
Bobby Roode, Eric Young, Matt Hardy et Jeff Jarrett Jeff Jarrett qui remporte le match en 20 minutes 25. Donc le principe de King of Mountain, c'est en gros un match de l'échelle où il faut raccrocher le titre Au en crochet. haut, au crochet, voilà, au hook. Mais pour pouvoir accrocher le titre, il faut faire un tombé sur un adversaire, et ça vous rend éligible en fait à pouvoir accrocher le titre. Et cet adversaire est enfermé de nuit dans une cage. Donc, c'est un peu compliqué, mais en regardant le match, ça se passe beaucoup mieux que quand c'est expliqué. Après, le principe d'accrocher la ceinture, je comprends pas trop. Enfin, je trouve que ça aurait été plus simple de la décrocher, mais bon, pourquoi pas. Donc, Bruce, peux-tu nous parler de ce match? Mais c'était donc là depuis 5 ans, ce match n'avait pas eu lieu. C'est vrai qu'il a été créé par Jeff Jarrett. Donc, comme j'ai dit avant, c'est vrai que c'était une forme vraiment de jubilé. Ce match l'a vraiment montré, je trouve, sachant que les 10 premières minutes, Jarrett ne fait mais alors absolument rien. Il est même celui qui se prend 2, 3 fois le tombé peut-être, je crois, qui rend à peu près tout le monde éligible en gros. Et donc voilà, il vient faire un tour. Il ne fait pratiquement rien, mais ça je m'en doutais parce qu'il est rouillé. Ça fait depuis perpète qu'il catche plus et lui-même il l'a dit. À Je crois Global qu'il a Force, il 48 ne ans en lutte plus, plus. donc Oh, ça là, je n'y fais pas grand-chose si le gars s'y met régulièrement, mais on le sait que la dernière fois qu'il a fait un match, c'était à Wrestle Kingdom au début d'année, et puis c'était bien gentil, il y avait quasi pas participé en réalité. Euh, et on le sait lui-même, il l'a dit qu'il luttera sans doute jamais à la Global Force déjà. Donc c'était plus un jubilé. Et puis à l'arrivée, c'était plus qu'écrit qu'il allait gagner. Heureusement, j'ai préféré sa deuxième partie de match. Et puis j'ai surtout adoré bien sûr les 4 autres. Et La Palme évidemment, Eric Young et Bobby Roode qui se sont beaucoup donnés dans ce match. Et puis quand même, en général, aux 4 autres qui ont pris beaucoup de risques quand même, qui avec les échelles. Drew Galloway aussi a été pas mal, quand même aussi. Matt Hardy qui a fait quand même un Twist of Fate depuis le haut de l'échelle qui était quand même pas mal du tout. Après il y a rien de nouveau. Drew Galloway était celui qui s'est chargé de faire le saut depuis la cage qu'on voit à chaque King of the Mountain match. Donc ensuite voilà, c'est tout à fait logique que Jarrett ait gagné, même si le match était loin d'être le meilleur de la soirée, mais il se laissait quand même regarder, surtout grâce aux 4 réguliers, mais ce qui n'était pas une surprise en soi, évidemment. et d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais le titre qui a été accroché, c'est le titre King of the Mountain, nouveau titre à la TNA, enfin nouveau. La ceinture est pas nouvelle, c'est l'ancien titre télévision. Ce J'aurais titre tendance à est, te dire que c'est un titre à Global Force. Hein. oui, bah oui, du coup, on sait pas si ça va être défendu à la Mm. TNA ou si ça va être défendu à la Global Force, mais on Bah, verra ça à l'avenir. ça va être défendu dans les deux fédérations, à mon avis. Hein. Clairement, vu qu'il y a un partenariat maintenant entre les deux, justement, cette ceinture va servir, je pense, à faire le pont entre les deux compagnies. Bon, après, c'est que des suppositions. Pour revenir sur le match, moi je suis content que cette stipulation est de retour, même si c'est une stipulation très chaotique, très what the fuck-esque. Ça reste une stipulation made in TNA. C'est quelque chose qu'on associe directement à la TNA, donc ça me fait plaisir quand même de revoir ce match qu'on n'a plus vu depuis 2009. Après, bien sûr, le match en tant que tel n'est pas exceptionnel. Hein, pas mal de passages à vide, j'ai trouvé beaucoup de moments un petit peu où les gens ne savaient pas trop quoi faire, les catcheurs, ils étaient perdus. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très chaotique et j'ai pas spécialement apprécié le combat, mais je suis content de le revoir en tout cas. C'est un peu contradictoire. Donc on va essayer de donner une note à ce pay-per-view, messieurs, même si on n'est que trois. Du coup, ça va être simple pour faire la moyenne. Seb, s'il te plaît, est-ce que je peux donner une note à Slammiversary? Quelle note je vais mettre? Difficile déjà de mettre ne serait-ce que la moyenne, puisque c'est pas vraiment un pay-per-view que je vous conseillerais d'acheter si vous me demandiez. Je pense que voir Impact suffit largement cette semaine-là. Donc il y a quelques matchs quand même qui sont bien sympas, mais globalement ça vaut pas le coup pour un pay-per-view, donc je mets 4 sur 10. Broussi. Bah, pour le coup, je vais être un peu plus généreux parce que bon, même si j'ai fait beaucoup de remarques dans nos conversations privées sur le gros manque d'enjeu de ce show, je sors du contexte et c'était globalement un show assez sympa à voir. Disons qu'ils se sont assez bien donnés, donc au final, bon, je mets un 5. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec Broussi, ça se regarde assez facilement. Je trouve qu'il y a
il y a eu des pay-per-views de la TNA qui étaient beaucoup plus durs à regarder, ou même récemment des impacts spéciaux d'1h30 qui étaient pas forcément aussi bons. Après, c'est sûr qu'il y a des matchs qu'on peut totalement se passer. Les deux matchs par équipe ou le match entre Bram et Matt Morgan, c'est pas forcément les matchs qu'il faut voir si on a 5 minutes à s'accorder. Donc je vais mettre un peu plus, je vais mettre un 5,5. Donc la moyenne, ça va vite à faire puisqu'on est que 3. Ça donne environ un 4,83. Sachant que la moyenne, en gros, à RSS Radio, c'est 6. On vous recommande les pay-per-view quand c'est à peu près au moins à 6. Donc oui, là, si on vous conseille un match, quel est votre match de la soirée? Même si on l'a un peu dit vous aussi. Moi, je dirais deux matchs, parce que j'ai du mal à différencier, parce qu'il y en a Non, un, non, c'est... faut en donner un. Faut Ah. trancher. Eh ben, allez, parce que je sais que vous allez donner l'autre, donc moi, je mets Magnus James Storm. Oui, donc moi je vais Et donner donc c'est l'autre, pour ça. hein, Austin Harris maintenant j'ai un trou. David Richards. David Richards, voilà, pardon. Donc on va passer au Impact Wrestling édition spéciale Bell to Bell, qui a été assez intéressant, je dois dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé généralement, messieurs, sans rentrer dans les matchs? Un avis général. Ben, moi, je vais Oui, vous commencer aussi. vite fait en premier, promis. Vraiment, c'est là qu'on voit le vrai pay-per-view, parce que quand même, 4 matchs à enjeu, disons à tout net, trois ceintures, mais un très intéressant aussi au début dans l'enjeu. Donc à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de time ring, donc c'est là, à mon avis, qu'on avait vraiment le show niveau pay-per-view. Et pour moi, c'est le show de l'année déjà par avance en intérêt. Donc voilà. Pour la TNA. Ouais, moi je vais pas rajouter grand-chose, c'est exactement ce que j'allais dire, donc je me joins à Bruce Lee. Donc on va parler de cet opener entre le Rising, Drew Galloway, Eli Drake et Mika. Mika c'est Camacho, elle a du 2. Eli Drake c'est un ancien de NXT qui est pas beaucoup. Contre Beatdown Clown, Hernandez, Kenny King, Loki MVP. 4 contre 3. Le clan qui gagnait obtenait la dissolution du clan perdant. Victoire en 16 minutes 40 du Beatdown Clown. Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre clans, entre Moi, factions? je l'ai vraiment apprécié. C'est, je pense, le meilleur match que j'ai vu avec The Rising. Je suis pas spécialement fan de ce groupe-là qui clairement, c'était assumé d'ailleurs, était une imitation du Shield. Hein. Je me rappelle encore de ce thème d'entrée. La première semaine qui sont arrivés, c'est quasiment le même quoi que Roman Reigns et le Shield à l'époque. Donc c'était clairement assumé, mais ça n'apportait rien de nouveau. Hein. C'est trois jeunes qui se battaient contre l'injustice. Voilà, ça valait pas le coup de refaire cette déclinaison du Shield. Et surtout que ça n'a mené à rien finalement. Hein. Aucun des trois catcheurs n'a été champion en solo ou par équipe. Donc c'est un clan de seconde zone en quelque sorte. Donc je suis content de voir que ces trois catcheurs vont pouvoir être en solo et non plus être en groupe, qui je pense était quelque chose qui les tirait vers le bas. Pas sûr d'ailleurs que Eli Drake et Mika soient gardés par la TNA parce que je trouve qu'ils n'ont pas forcément tiré leur épingle du jeu. Même, enfin, le groupe dans l'ensemble, la rivalité n'a pas été très suivie En fait, par le public. Mister Spoiler, a été un peu émoustillé forcément avec tous les shows qui ont été enregistrés, peut juste dire que Eli Drake va être assez utilisé prochainement. Ok. Donc après, il faudra voir ce que ça donnera évidemment. Après le match, c'est quand même en deux phases, je trouve. Je pense convaincant. J'ai pas aimé la deuxième partie. Peut-être que Vincent a aimé beaucoup moins encore. Non, La moi j'ai première. pas aimé le match dans son ensemble. Ah Mais d'accord. je trouvais que c'est assez, c'est un spot fest quoi. Mais disons que la première partie, j'ai beaucoup aimé quand même, surtout l'échange Loki et Drew Galloway qui était quand même pas mal. Les Atemi claquaient bien, je trouve. Et puis évidemment que je regrette le départ de Loki, qui en plus se fait éliminer déjà au départ de manière assez régulière par Drew Galloway. Mais ils se sentent obligés d'aller le faire attaquer Galloway ensuite à l'extérieur du ring pour qu'il se fasse un peu exploser l'épaule sur l'escalier. Je trouve assez dommage quand même cette sortie. Mais sinon, il y a eu un manque d'équilibre, je trouve quand même. Hernandez n'a rien fait dans ce match, MVP à peine, à la fin donc pour conclure. Mais c'est vrai que déjà il a Drake, je trouve très bizarrement éliminé sur blessure. J'ai trouvé ça très confus.
Maika, qui était quand même décrit comme le plus fort, il paraît, mais voilà, qui se fait éliminer quand même en premier. Donc à l'arrivée, c'est sûr que Galloway ne pouvait pas faire ça tout seul. Il a éliminé les deux membres entre guillemets les moins exposés forcément, King et Loki. Et ensuite, il se fait battre en 2 temps par MVP, ce qui est finalement assez logique. On va passer au premier match du championnat de cette soirée entre les Wolves et les Dirty Hills. Donc un Iron Man match de 30 minutes. C'est assez rare d'ailleurs pour un match par équipe. Je ne sais pas si on a déjà eu la TNA, je ne m'en souviens pas en tout cas. Donc match pour les titres par équipe qui était vacant, suite à la blessure de Eddie Edwards à la jambe. Donc un match qui a fini sur un score de 2 manches à 1, 2 points à 1. Victoire des Wolves en 30 minutes, forcément, puisque c'est un peu la situation du match. Avec des points qui ont été obtenus en fin de match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui était assez, je pense, énorme, peut-être un des meilleurs matchs par équipe de l'année. Sébastien. Ouais, peut-être l'un des meilleurs matchs par équipe de l'année, mais je pense qu'on peut dire pareil des 4 matchs précédents. Vraiment une très très bonne série de 5 matchs. Ils ont quasiment réussi à se surpasser à chaque fois et pourtant ils partaient vraiment d'une très bonne base. Et moi, j'ai vraiment rien à redire sur cette série qui m'a vraiment vraiment plu. Après, pour des raisons évidentes, puisqu'Austin Harris part, on se doutait que les Wolves allaient sortir champions par équipe. Ça fait quand même le 4e règne pour eux, alors qu'ils sont là que depuis 1 an et demi. Bon, ça c'est autre chose. Ouais, le match sur un Ironman match, le fait de faire peu de tombées en fin de match, ça me plaît aussi. Je préfère ça que de voir un match qui comprend un score comme 5-4 par exemple. Je trouve, je suis pas très fan dès qu'il y a des gros scores dans les Ironman. Je préfère quand ce soit des petits scores. Donc ouais, moi cette partie du show m'a vraiment plu. Moi, je me rappelle, ouais, c'est vrai que les Ironman match par équipe, c'est assez rare quand même. Et à la TNA, à ma connaissance, c'est le seul que je connais. Le dernier Ironman match tout court qu'il y avait eu à la TNA, on attendait beaucoup à l'époque, si je me rappelle, c'était G-Stage contre Bobby Roode. C'était il y a 3 ans, il me semble. Il avait été très décevant, malheureusement. Au contraire de celui-là, qui est le meilleur match de la série, je trouve, le Full Metal Mayhem, j'étais assez déçu, je trouve. Paradoxalement, j'attendais encore plus. Et j'ai trouvé qu'ils avaient manqué tant d'expression et qu'ils n'avaient pas pu tout utiliser. Et du coup, j'étais assez comblé de ce match. J'étais pas gêné du tout que les tombées arrivent tardivement. Surtout que j'ai été assez bien amené, je trouve, au final. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de rythme, il y avait quand même beaucoup d'échanges, une équipe dominée, ensuite l'autre dominée, parfois c'était assez mélangé, c'était quand même pas mal, il y avait toujours du rythme, c'est surtout ça qui était intéressant. Et au final, voilà, c'est logique les Wolves, et j'espère qu'ils vont pas avoir la malédiction qu'ils avaient eux-mêmes enclenché, c'est-à-dire à peine champions avec leur 3e règne qu'ils avaient, que Eddie Edwards s'était quand même blessé sérieusement à la jambe. Ce qui avait fait que Lee Hardy avait fini champion et Jeff Hardy, donc il avait eu sa blessure au motocross. Donc là, on va espérer quand même que au niveau des Wolves, c'est bon, il n'y a pas de blessure. Mais il n'y a que 3 équipes à la TNA. Actuellement, c'est vrai que ça craint un petit peu. On sait qu'ils avaient ramené quand même la Team 3D. Et ensuite, c'est vrai qu'on sait pas. Actuellement, les Bromans, évidemment, qui ont été démembrés, il n'y a aucune autre équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Donc après, ça va être des équipes de circonstances. On peut espérer que ça soit une bonne idée, mais on voit pas trop qui pour l'instant. Ou alors une équipe qui vient de l'extérieur, et pour l'instant, je vois pas du tout qui. Donc oui, finalement, peut-être que en regardant les spoilers de plus près, on voit qu'il y a en fait 2-3 équipes Libidon Clown qui peuvent se faire. Mais bon, ça va être de circonstances, comme on l'a déjà dit. Au pire, on peut ramener Samoa Joe et Magnus. Hein. On signe, on signe. Ou Bruce et Sébastien. Non, vaut mieux éviter. Donc, vaut mieux éviter pour les Ratins de la TNA. Donc, on va passer au match pour le titre Knockout entre Taryn Terrell, qui est accompagné forcément de Jade et Marty Bell, contre Awesome Kong et Brooke, un match à 3 qui a fini forcément par la victoire de Taryn Terrell en 5 minutes 20. Que vous avez pensé de ce match pour le titre féminin de la TNA, Brosty? Ouais, je voulais passer en premier parce que rien de spécial en fait, mais
Ouais, un match encore assez fouillis, j'ai trouvé une alchimie assez moyenne, un peu qui confirme aussi un petit peu que je suis déçu quand même de l'utilisation de Somcom dans cette rivalité triangulaire en quelque sorte. Surtout qu'elle est sortie du jeu trop facilement. En fait, j'ai surtout aimé le cutter final de Taryn Terrell sur Hong Kong parce que sinon le match était pas magique. Quand même, j'ai bien aimé ce que Jade a fait au niveau intervention, vu qu'elles sont encore intervenues bien sûr de Laos. Donc voilà, après, t'as intérêt à aller championne, ça fait le plus long règne, ça fait plus de 200 jours. Euh, bon, on va voir ensuite une challengeuse, ce serait Gail Kim. La prochaine, j'ai trouvé que c'était assez mal amené d'ailleurs avec la coupure pendant le theme song de retour de Taryn Terrell. Donc à voir, parce que j'aime beaucoup les matchs entre les deux. On le sait, on en avait parlé à Gail Kim lors d'une interview que c'était son match préféré à son anniversaire il y a 2 ans. Mais à voir, parce que ça peut être une rivalité aussi malheureusement très courte. Moi, je les mêmes critiques que le match féminin de Slammiversary, c'est trop chaotique. Toujours ce même terme qui revient, que j'associe au Dollhouse. Ouais, moi je pas fan non plus de ce match, hein, comme dit. Le règne se prolonge de Taryn Terrell, mais bon, c'est de manière encore une fois un peu controversée, on va dire. J'attends plus de la rivalité contre Gail Kim, ouais, comme Kramposti l'a dit, ouais, il y a un fort passif entre les deux, de bons matchs, donc j'espère qu'on va atteindre ce niveau-là parce que la division féminine en a besoin. Moi, je veux juste dire que je trouve Brooke Tessmacher totalement ridicule. Parce que maintenant, comme elle est face, elle saute partout, dans tous les sens, et elle montre ses fesses. Donc, ça, c'est une baby face pour la division féminine. Je trouve ça un peu réducteur et très sexiste. Même si j'aime beaucoup ses fesses. Voilà. Ouais, Mister Spoiler va juste te dire que ça va pas être génial ce qui va suivre pour Eno Card, c'est tout. Et vu Voilà. que tu as bien clashé, là, je trouvais que c'était utile de le dire du coup. Après, on va parler des femmes, on va parler des hommes, des poids lourds entre Kurt Angle et Sifui. Un match très longtemps développé, puisque Sifui, ça fait longtemps qu'il veut atteindre le sommet de la TNA. On les a vus en interview, si on veut, en conférence call, conférence média de la TNA. Vous pouvez écouter ça sur notre chaîne YouTube. Les deux, Ethan Carter, troisième du nom, et Kurt Angle, avec même Ethan Carter, troisième du nom, et Sifui qui dit le mot en français. C'est assez Ah remarquable. bah oui, il m'a dit bonjour mon ami quand même, hein, donc oui. Alors que t'es pas du tout son pote, t'es plutôt un connard, mais c'est pas grave. Donc il suffit qu'il est accompagné de Tairos et qui a remporté le titre en 20 minutes 35 secondes contre Kurt Angle sur un roll-up. Un peu dommage, je trouve, à la fin, même si le match est très 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 bon. Et je pense que Isifu avec ce match ferme la bouche de tous ces détracteurs, puisqu'il montre qu'il sait catcher, puisque c'est un très bon match. On va faire laisser parler je pense, le plus gros supporter de Isifu à la radio, Sébastien. Ah bon, tu me l'apprends, tiens. Ah Oh merde. bah, non, bah, si, ouais, on va dire que je partais de loin avec ce catcheur, comme je l'ai déjà dit. Les débuts étaient très mauvais, il était mauvais dans le ring, son personnage me plaisait pas spécialement. Mais au fil des semaines, il a vraiment gagné en assurance et tout d'abord, son personnage au micro était de plus en plus intéressant à suivre dans le ring, il commençait à faire des meilleures performances. Donc maintenant, je suis convaincu par ce catcheur, alors que je partais de très loin, comme dit. Et là, c'est, je pense, le couronnement qui est une juste récompense quoi de ces 2 ans bientôt de travail depuis qu'il est à TNA, toujours invaincu, je rappelle. Et ouais, c'était le moment sûrement de faire ce changement-là parce que c'était sans doute une des affiches qui était la plus intéressante en ce moment, vu le roster de la TNA. Kurt Angle, champion du monde, contre EC3 invaincu. C'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire pour lui. En plus, prendre le titre des mains de la légende Kurt Angle, c'est quelque chose qui va aussi aider EC3. Le match en tant que tel est dirigé clairement par Kurt Angle, faut l'avouer, mais bon, ça reste, je pense, quand même le meilleur match à ce jour de EC3, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que D'ailleurs, oui, vas-y. Pardon. stop. Laisse-moi parler un peu. D'ailleurs, je trouve intéressant que Isifu utilise le finish, enfin le Stinger Splash
de Sting et le finish de Bouliret, ce cutter qui était plutôt mal, qui est moyennement bien porté, mais je trouve ça intéressant. Ça rappelle un peu son parcours. Vas-y, vous aussi. Après, sur les Free, ben, je suis au même point que Seb en réalité. Et j'étais aussi parti du mauvais pied. Je le connaissais évidemment plus anciennement de NXT, l'ancienne mouture NXT. Et donc voilà, après je trouve que 2015, même depuis fin 2014, il a beaucoup progressé. Il a quand même donné de bons matchs. J'ai bien aimé son match contre Spud notamment. Donc quand même, il a beaucoup progressé à ce niveau-là. Donc à l'arrivée, ça a donné quand même un joli match, un bien joli match. J'ai pas grand match, mais un bien joli match. Avec une fin qui est similaire à ce qui s'était passé à Bound for Glory 2011, en fait, quand Bobby Roode avait battu Kurt Angle aussi pour le titre à l'époque, avec le roll-up. C'est ça qui est un petit peu décevant comme fin, parce que sinon, quand même, ils ont bien donné du finish, encore une fois. Il y a eu quand même de l'angle slam, de l'ankle lock, donc là, quand même, ici Free ressort assez fort, quand même, parce qu'en plus, Tyrus, sur ce coup-là, il n'a pas aidé non plus à se dégager. En revanche, il y a eu 2-3 interventions qui étaient plutôt pas mal avant d'être logiquement sorties. Heureusement, le ref bump, toujours inévitable apparemment, ben, heureusement, n'a pas coûté et était plutôt bien dans le déroulement du match. C'est assez choquant de me dire ça après coup, mais c'était la réalité. Et sinon, il y a eu un petit voyage de EC3 à German Suplex City. Il y en a eu 9, je crois. Et donc, ça, évidemment, Kurt Angle est très spécialiste. Donc à l'arrivée, le match était quand même très sympa, très logique. Finalement, bon, Kurt Angle a quand même 43 ans, donc on se doute bien qu'à force la santé fait qu'il ne va pas non plus, il ne pouvait pas garder plus longtemps le titre. Et donc ça fait 621 jours, le jour auquel on enregistre, qu'Ici Free est invaincu. C'est quand même très fort et pas si assez mérité quand même à l'arrivée plutôt, je voulais dire. Pas si mérité, pas si immérité que cela, je voulais dire au départ, mais très mérité, voilà, qu'il ait le titre. Vous êtes assez satisfait, je comprends, la prise de titre de Ici Free. On va juste indiquer que Kurt Angle, malheureusement, a indiqué dans les enregistrements de Impact qu'il a une tumeur placée au niveau de la nuque, donc il va devoir se faire opérer pour la retirer. Après, peut-être la bonne nouvelle, c'est que la tumeur, il l'a depuis un an, donc ça veut dire qu'à la base, elle a été bénigne, donc c'était pas aussi grave que ce qu'on pourrait prévoir de ce genre d'opération. Donc on espère revoir Kurt Angle pour Bound for Glory, pour une revanche entre Isifui et Kurt Angle. D'ici là, on verra ce qui se passe pour Isifui, mais nous, on va donner une note à ce Impact Bell to Bell aussi. 7,5. Ouais, c'est juste le fait le match knockout que j'ai pas trouvé très bon qui abaisse la note. Sinon le reste était quand même assez bon. Ouais, moi, j'allais aussi partir sur 7,5, donc ça va peut-être faciliter tes calculs, je pense. Hein. Un des meilleurs shows de l'année, le show de Londres auquel j'ai assisté en personne plus tôt dans l'année était sans doute en compétition avec Bell to Bell pour le meilleur show de l'année. Donc ça joue entre ces deux-là pour moi pour le moment. Et je vais faire une pierre, je vais mettre un 7,5. Donc ça fait une moyenne de 7,5. Et non, mais de toute façon, je pense que je vais mettre cette note-là parce que je pense que on a assisté avec le main event au match de l'année à la TNA. Au niveau de l'importance et du déroulement. Et aussi, enfin, le match me paraît était aussi très bon. Donc pour un show de HDR, ça se regarde très facilement. On a fini avec la TNA. On va vous dire qu'on a été très heureux de vous recevoir à cette radio. On va vous rappeler qu'il faut écouter, si vous avez un peu de temps, les interviews de Célian et Negricoidis qu'on a réalisées il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et aussi la conférence call. Bon, là, par contre, c'est en anglais, malheureusement, sans sous-titres, parce que c'est beaucoup de travail et que les conférences call le son est un peu moins bon que quand c'est par téléphone, quand nous on le fait. Du coup, on n'a pas fait les sous-titres. Mais c'est quand même pas moins intéressant, honnêtement. Hein. C'est pas parce que j'y étais que je dis ça, mais c'était quand même très intéressant. C'est vrai que c'est de vos très bons clients, ils font des réponses longues sans être et en étant exhaustives. Prochain podcast, Tiennet. Ah Bon, on non, sait pas, je puisqu'on sait rappellerai aussi pas. les interviews VO sous-titrées qu'on a fait de Galkim et Tyrus. Oui. Donc, prochain podcast Tiennet, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas quand aura le prochain gros show de la TNA. Aura lieu, pardon, prochain gros show de la TNA. Concernant la Battleground, c'est le 19 juillet. Donc, on se retrouve le 20 juillet en direct
Peut-être qu'on fera un podcast sur le show à Tokyo, c'est pas encore sûr. On verra ce que ça donne le show, s'il y a vraiment matière à parler dessus. Donc on vous dira tout plus tard sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous sur Twitter, likez notre page Facebook, abonnez-vous surtout à YouTube, parce que c'est comme ça que vous allez ne rater aucun podcast et surtout les directs. Les partenaires, on va pas tous les citer parce qu'il est déjà assez tard de notre côté et le podcast était assez long. Donc il y a Voscatch forcément qui nous accueille sur leur site. Il y a Fenlut qui nous partage les interviews. Il y a Catch Asylum de Showtime et il y en a encore beaucoup d'autres. On vous les donnera plus longuement la prochaine fois dans Late Night Racers. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous écoutez ça plus tôt et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Ladies and gentlemen, EC3. I've been fighting all my life for the man I am inside. I believe the plan for me is plain to see. A man of steel, a fast machine. My pockets full of cash and bling. Greatness is my only destiny. Brightest stars of any night can outshine paparazzi lights. Favorite thing is hanging out with me. I don't run and I don't hide. I'm like the Biebs, I love my life. I'm a skyscraper for the world to see. I've been fighting all my life for the man I am inside. I believe the plan for me is plain to see. A man of steel, a fast machine. My pockets full of ka-ching and